Allez. Bonjour à tous. Nous sommes dans un espace virtuel que vous voyez derrière moi dans une image de synthèse, puisque nous avions prévu d'avoir un espace de conférence à Équipe Hôtel, et le salon étant reporté à dans 2 ans. Nous avons fait le choix de continuer cette idée de garder le lien avec la profession, avec nos partenaires, donc Équipe Hôtel, le French Design by VIA et Intramuros. Aujourd'hui, nous avons un très joli sujet, puisque nous allons parler du service, et avec Classe Hôtel qui est présent et coordinateur. Bonjour François, qui représente donc Intramuros. Nous avons Benoît Cretelier, de Classe Hôtel. Bonjour Benoît. Bonjour. Et Denis Courtiade, qui va se présenter et qui est là comme président d'une association qui s'appelle Au Service. Bonjour Philippe. Bonjour Denis. Alors Denis, je vais commencer par dire qu'on avait choisi ce thème recevoir à la française comme thème de la semaine. Et après, quand j'ai vu la liste des invités, je me suis dit, s'il y en a un qui montre bien et qui est le démonstrateur de recevoir à la française, c'est bien vous, parce que vous êtes dans ce rôle de recevoir les gens, entre autres, et en plus, vous êtes champion du monde. Donc c'est tout à fait marquant. Et quel est votre métier, en fait? Comment vous le définissez aux jeunes, entre autres, qui vous rencontrent pour la première fois? Alors, ça va réussir à transformer cette idée de métier en vocation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans le mot métier, ça sous-entend plein de choses. Et le mot vocation fait allusion à d'autres choses. Et moi, je me retrouve bien dans cette vocation de service, du service apporté à l'autre. Et je pense que le salon Équipe Hôtel est vraiment le salon de l'hospitalité. Nous sommes à Paris, nous sommes en France, on a bientôt les Jeux Olympiques. Et donc, je pense qu'on a vraiment à cœur, tous ensemble, toute la profession, d'être à la hauteur de cet événement. Et donc, de faire appel à moi aujourd'hui. Donc, je suis très honoré, je vous remercie. Et alors, ce qu'on appelle le service à la française, je crois que nous sommes un des seuls pays à avoir codifié dans le temps cet art de l'accueil et du service, grâce à nos écoles hôtelières, grâce à nos enseignants et formateurs. Je trouve que ce métier voyage bien. Quand on est au bout du monde, on a souvent dans les hôtels et les restaurants un maître d'hôtel français et un chef français. Donc c'est plutôt bon signe. Et je dirais que le fait que le repas gastronomique français était aussi défendu par la sénatrice Catherine Dumas auprès de l'UNESCO et maintenant est sauvegardé comme tel. Je trouve que tout ça va dans le bon sens. Et un restaurant, comme vous le savez, c'est pas uniquement la cuisine et la pâtisserie, ce sont des métiers très médiatisés, mais il y a aussi la salle, le service, l'accueil, les maîtres d'hôtel, les sommeliers. Et je pense que il est grand temps pour nous de nous prendre en main, de sortir un peu de nos salles de restaurant et de faire savoir qu'on fait un métier fantastique, un métier noble, pas du tout dans l'idée de la servitude, comme certains peuvent nous le faire penser. Nous ne sommes pas au service de nos chefs de cuisine, nous sommes au service de nos clients, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, je suis devenu, au regard de mes multiples actions et de mon engagement total, un des porte-parole de notre profession. Voilà. Ouais, vous faites un travail formidable là-dessus, parce que les chefs, ils ont eu à l'époque Paul Bocuse qui a beaucoup fait pour la reconnaissance du monde des chefs. Après, dans la pâtisserie, et vous arrivez effectivement maintenant à redonner envie à ce métier ou à donner envie à ce métier, peut-être, je ne sais pas. Tout à fait. Tout à fait. Et en fin de compte, je pense qu'on se trompait de cible et moi, j'ai trouvé la bonne cible. C'est qu'en fin de compte, moi, je suis très contemporain et je m'adresse aux jeunes qui sont dans les écoles hôtelières. Et les anciens, ce sont les anciens et ils ont tout vu et ils savent tout faire et ils ont un rapport avec les jeunes qui est pas forcément très très simple puisque les jeunes sont très très différents. Et ce discours-là, moi, je l'ai eu pendant toute ma carrière professionnelle et il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ma tête et donc
je me suis dit, mais pourquoi les jeunes sont aussi différents? Et donc, je suis allé à leur rencontre dans les écoles hôtelières, en province, à Paris, à l'étranger, et pour échanger avec eux, pour parler avec eux, justement, pour comprendre ce qu'ils attendaient de la profession, en termes de réalisation, en termes d'ascenseur social, en termes de reconnaissance. Et je pense avoir un pied à droite, un pied dans la tradition et un pied dans le côté contemporain, voire l'innovation. Et c'est pour ça que mon discours porte, et je suis très très acteur de l'évolution de ma profession, justement. Voilà. Alors, quelles sont les grandes étapes entre guillemets pour bien recevoir un client? Depuis son arrivée quand il sort de la voiture jusqu'au départ quand il reprend. Voilà, non, mais justement, il faut maîtriser toute cette technique, parce que c'est une technique, hein, comme dans tous les métiers, il y a des techniques, il y a des bases. Et après, pour rendre tout ça extrêmement léger et facile. Donc, pour maîtriser la technique, il y a un schéma, c'est déjà de préparer l'arrivée du client. C'est-à-dire que le client est en train de réserver ou il commence à rentrer en contact avec l'établissement via le téléphone, via les emails, via les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, donc, on va prendre un ensemble d'informations le concernant et surtout le but de sa visite. On va essayer par des questions généreuses. Si vous me dites pourquoi vous venez, si vous me dites que c'est un anniversaire, je vous ferai un gâteau d'anniversaire, je vous ferai une bougie. Si vous venez pour un repas d'affaires, je vous mettrai dans une table un peu plus isolée. Si vous êtes voilà, donc on va poser des questions un petit peu ouvertes pour faire parler le client. Donc tout ça va nous donner une grande base d'informations. Ça, c'est ce que j'appelle moi préparer l'arrivée du client. Après, il y a le client qui arrive physiquement dans le restaurant. Donc là, moi, j'appelle ça l'effet de seuil, c'est qu'il y a tout cet espace d'accueil. Donc, comme vous dites, la voiture, ça donne des signes, ça donne si c'est une belle voiture, si c'est une voiture propre, etc., etc. La relation que le client a avec le voiturier, sa façon d'être, d'avancer vers moi qui suis devant le restaurant, s'il est ostentatoire, s'il est coloré, s'il est s'il est chinois, américain, français, etc. Donc tout ça donne beaucoup d'informations. Oui, mais il peut être ministre et arriver en vélo. Tout à fait, mais c'est mon travail. Je suis à l'accueil, donc je suis le physionomiste. Et à moi de sentir. Et ce que vous dites, c'est très juste parce que souvent les gens les plus puissants, je parle pas des Français, hein, parce que les Français, on a quand même des codes, sont toujours les plus extravagants, puisqu'ils ils veulent se faire remarquer d'une certaine façon pour certains. Je suis puissant, personne ne le voit, donc je m'habille d'une façon un peu excentrique, etc. Donc moi, je suis à l'accueil du restaurant, et mon expertise me permet justement de déceler. Si le client, je l'installe à une table 5 dans un coin au milieu du restaurant. Si la dame a des bijoux avec un grand chapeau, je vais la mettre au milieu du restaurant parce qu'elle aura envie d'être vue. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est l'accueil du restaurant qui conditionne tout le reste. Si c'est un client espagnol, je vais le mettre dans un rang avec Anna qui parle espagnol. Si c'est un client italien, avec Maxime qui parle italien. Voilà, il y a tout ça. Après, j'accompagne le client dans le restaurant. Donc, je l'amène jusqu'à sa table. Enfin, jusqu'à ma table. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai décidé quelle table j'allais l'installer, mais je vais faire pas croire au client que c'est lui qui l'a choisi, mais un peu quand même. Donc, je vais l'amener à la table 8, par exemple, parce que j'ai décidé que c'était la table 8 qui allait lui convenir. Et je lui dis, est-ce que cette table vous convient? Et le client va me dire, oui, bien sûr, merci. Et je vais l'installer à cette table-là. Donc, en fin de compte, il a acquiescé le fait que j'ai choisi la table pour lui. Et je sais qu'à partir de ce moment-là, il n'aura pas envie de changer de table, etc., etc. Et à ce moment-là, je vais personnaliser la relation en disant, je suis Denis, le directeur, si besoin est, et vous avez Nairi qui va venir vous prendre la commande, etc. Donc, je vais personnaliser à ce moment-là. Après, la prise de commande qui est essentielle, qui est importante, il y a l'accueil et la prise de commande, deux éléments très importants, où là, c'est l'acte commercial. Donc, il va falloir être très juste, très pondéré, être à l'écoute. Si le client dit, vous avez vu, il y a un petit menu qui a l'air très intéressant, il faudra aller vers ce menu-là en disant, oui, c'est un menu très intéressant. Budgétairement, il va correspondre à ce que le client a envoyé comme message. À l'inverse, si c'est un client qui est là pour, je vais dire, flamber, entre guillemets, on va aussi l'accompagner. Donc, l'acte commercial est très important, la prise de commande est très importante. À ce moment-là aussi, il faut faire attention on est dans l'espace du client. Donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une fois que le client est assis sur sa chaise, sur la chaise, c'est sa chaise. Une fois qu'il est à la table, c'est sa table. Donc, arrêtez les maîtres d'hôtel qui mettent la main sur la table, qui mettent la main sur la chaise. C'est l'espace du client. Tout ce qui est autour du client, ça lui appartient.
Donc, à partir du moment où on va faire une intrusion, on va le déranger et ça sera pas juste, ça sera pas judicieux. Donc, après, une distance d'intimité, entre guillemets, quand le client est installé à sa table. Je dirais dans l'époque actuelle, oui, 1 mètre, 1,50 m minimum, je dirais. Mais il est vrai que l'espace, en fin de compte, c'est l'espace que le client vous laisse prendre. Il y a des clients qui parlent très doucement et qui aiment bien être dans l'intimité, qui n'aiment pas être écoutés par les autres tables. Donc, ils vous invitent à se rapprocher d'eux insidieusement. Ça se fait comme ça. Et il y a des clients qui sont très virils, très comme ça, qui prennent beaucoup de place. Et donc, il faut être à distance quand même. Voilà, il faut le sentir tout ça. Donc, culturel aussi, Pardon ? Il y a un aspect culturel également, c'est ça. Également, tout à fait. Alors voilà, il faut savoir aussi que dans des pays Amérique du Sud, Asie, l'homme de salle, socialement, il est en dessous du client. Voilà, le client qui est noble, l'homme de salle est en dessous, donc il est vraiment voilà. Et à l'inverse, ce côté anglo-saxon américain où là on est carrément friendly, on est carrément les amis. Même sans connaître le client, mais on est dans une autre relation, donc il faut aussi savoir. C'est vrai que les nationalités sont très très importantes pour la relation client. Donc voilà, la commande est prise. Après, il faut délivrer les attentes, donc c'est-à-dire délivrer ce que le client attend du restaurant. Il faut après dépasser les attentes, parce qu'il y a ce que le client attend et ce qu'on peut lui apporter en plus. Après, la finalité, c'est de le raccompagner en s'assurant que tout se soit bien passé. Oui. Et moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire dans les écoles hôtelières, c'est quand le client est parti que tout commence. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est que la relation client ne s'arrête pas. Et moi, je suis devenu un peu comme un concierge, c'est-à-dire que même de chez moi, je réponds à des SMS, des demandes. J'ai ma villa à Saint-Tropez, je voudrais un chef pour cet été, comment je fais ? Je vais à Avoriaz, est-ce que tu peux me réserver un appartement, etc. Alors, je fais pas ça, mais je mets en relation le client avec les bonnes personnes. Et donc, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle en anglais le return guest. Ça permet tout ça que le client revienne. Donc, et ça me permet de boucler la boucle. Voilà. Et à partir du moment où vous rencontrez des jeunes qui s'intéressent donc à ce métier, ils ne sont pas tous dans des palaces, en tout cas au début. L'approche à retenir, c'est quand même beaucoup de personnalisation, quand même, quel que soit le. Oui, mais le palace, c'est comme un sportif. Je veux dire, on est tous des sportifs et on aspire un jour à jouer au Paris Saint-Germain, à Barcelone et au Real de Madrid. Donc moi, je suis actuellement dans un palace parce que j'ai été ambitieux. Et je pense avoir été performant, avoir fait les bonnes rencontres. Donc, ce que je souhaite, c'est de parler, moi, très ouvertement de la restauration, qu'elle soit collective, qu'elle soit dans les brasseries, dans les bars. Je dirais, vous savez, c'est quand on va au restaurant, quand on va dans un café, on n'a qu'une envie, c'est d'être bien servi. Donc, j'ai été bien servi ou j'ai été mal servi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est cette notion de palace, c'est peut-être une façon d'apporter un luxe différent, avec plus de collaborateurs, plus de moyens, dans des lieux exceptionnels. Au Plaza Athénée, quand vous venez manger, vous venez pas que manger, vous venez découvrir un lieu, une histoire, un bâtiment, un patrimoine. Donc, et on a des jeunes qui se sentent pas bien dans les palaces, parce qu'ils se sentent pas à leur place. Moi, j'ai mon fils, vous savez, qui fait ce métier et j'ai essayé de l'accompagner au Louis XV à Monaco. Il a fait 10 jours et il s'est pas senti dans cet environnement. Il préférait, travailler dans une brasserie où c'était comme ça. Il était en interaction directe avec les clients et il n'a pas voulu suivre mon cursus d'être petit commis, demi-chef de rang, chef de rang, voilà. Donc, tout dépend comment on sent son envie de grandir et voilà. Ouais. Alors, Benoît, chez Classe Hôtel, vous avez un peu cette finesse, entre guillemets, d'observer les gestes du service et puis d'essayer de l'accompagner par du mobilier et des outils, entre guillemets. C'est un peu votre... Ouais. Tout à fait. Alors, ça permettra de rebondir, je pense, sur une question pour Denis tout à l'heure. Effectivement, alors nous, on a la chance d'avoir une relation assez privilégiée avec nos clients. Et ça nous permet réellement de créer du mobilier qui est esthétique, on essaye en tout cas, mais surtout qui répond aux besoins des usages de nos clients pour ne pas avoir une belle pièce de mobilier qui traîne dans la salle de restaurant, mais qui soit une vraie verrue à utiliser. Donc on essaye vraiment de faire des choses qui soient vraiment le juste milieu entre un équipement professionnel, mais également quelque chose d'élégant. Voilà. Et bien sûr, on développe souvent des produits qui sont qui répondent aux contraintes et qui sont là en support, en outil
pour accompagner la scénographie du service dans différentes étapes, notamment à l'accueil, notamment bien sûr dans le service en salle. Voilà. Donc moi je rebondis sur une question. En quoi, Denis, justement le mobilier est un outil au cours de ces différentes étapes de l'accueil du client, et aussi une question qui est importante et intéressante, je pense, c'est quels ont été les changements que vous avez pu observer avec le contexte actuel qui est lié au Covid. C'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans tout ça, et comment le mobilier est un outil pour vous? Alors, ça, c'est pas une question simple. Je dirais un outil, oui, tout à fait. Le mobilier, et moi, je parlerai aussi des arts de la table, parce que c'est lié. Quand je parle des arts de la table, c'est la grande famille, la verrerie, la vaisselle, les couverts, etc., mais aussi les guéridons, les tables de tranche, enfin, tout ce qui sert à participer à la vie du service. Et justement, ce qui est essentiel, c'est de mettre en vie, de mettre de l'âme, de mettre du mouvement dans ces outils, même si ce sont des meubles, hein, parce que on n'imagine pas des fois qu'on a besoin de déplacer les meubles, de les bouger, de les transformer, de les recouvrir, etc. Et en fin de compte, souvent il y a alors on va me dire oui, non, c'est pas vrai ce que vous dites, mais si, c'est vrai. Il y a souvent la vision du client n'est pas forcément prise en considération. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a souvent des angles morts, il y a souvent des choses qui sont faites soit par le décorateur, le designer qui a une vision et qui veut que ça soit harmonieux de son point de vue esthétique. Parfois, l'homme de terrain va pouvoir accompagner le designer, et donc là, ils vont être dans quelque chose d'un peu plus précis. Mais c'est vrai que l'homme de terrain va vouloir, lui, avoir des outils adaptés. Qu'il n'ait pas à courir au fond de la cuisine ou partir très loin, et que ça soit au bon endroit, juste, efficace, pratique, etc. Sauf que je trouve que parfois, l'œil du client n'est pas pris en considération. Rarement, le designer ou le maître d'hôtel responsable du service va s'asseoir à la place d'un client et va voir qu'en fin de compte, la console, elle est tournée dans le mauvais sens parce qu'on a tous les couverts qui sont apparents. Alors, bien sûr, c'est pas pour le collaborateur parce qu'ils sont apparents, mais on peut les prendre plus rapidement. Oui, mais non. La station micros, vous savez, les stations d'encaissement, de prise de commande, souvent, elles sont dans l'axe du client aussi, parce que c'est pratique, mais non. Parce qu'il y a un appel de lumière et on n'a pas pensé à ça parce qu'on l'a pas fait vivre le matin, l'après-midi, le soir ou la nuit dans des endroits tamisés, voilà. Et moi, je fais très, très attention à ça, aux angles morts, et à l'harmonie de tout ça, parce que souvent, on a des lieux juste magnifiques et on a une station micros qui est là, une console qui est tournée dans le mauvais sens, etc. Donc, je trouve que ça, c'est important, et c'est important qu'à la finalité, tout le monde puisse déjouer un petit peu et réadapter à l'instant T, au jour J, le jour de l'ouverture, les mobiliers pour que ça soit fait dans le bon sens. Et après, dans ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on a quand même une grande évolution sur les arts de la table, sur le service en général. Et votre société, par exemple, et d'autres sont très à l'écoute et sont très à l'affût justement de ces innovations, que ce soit en argenterie, que ce soit sur les mobiliers, c'est les desserts, les chariots à champagne, les chariots à infusion. On invente toute une sorte de scénographie très très différente, l'art du café. Maintenant, le café, on aime bien le faire en salle. Donc, ça veut dire il faut avoir tout ce qu'il faut autour. Au Meurice d'Alain Ducasse, on avait mis un chariot de fin de repas, on avait mis des fruits et des sorbets. Donc, on a fait une très belle présentation sur un chariot fruits et sorbets qu'on faisait comme ça en fin de repas. On a pensé, nous, à un chariot de chocolat avec une fontaine à chocolat repensée, des marteaux en bois pour casser le chocolat. Voilà. Donc, tout ça, ça demande après une logistique et puis de la créativité. Justement pour vos entreprises d'être partie prenante. Et pour citer Alain Ducasse, nous au Plaza Athénée, ça fait maintenant 20 ans que j'y suis, et on a eu à chaque fois des chefs différents, des Jean-François Piège, Christophe Moret, Christophe Saint-Ingres, Romain Médère, et à chaque fois qu'un nouveau second arrivait, on se devait de réinventer une histoire, de recréer une histoire. Et donc l'arrivée de Romain Médère en 2014, avec Alain Ducasse, on a créé ce qu'on appelle la naturalité.
Donc une cuisine autour des poissons, des légumes et des céréales, une trilogie. Mais surtout, ça nous a obligés aussi à revoir le spectre total du restaurant. On a recréé une décoration, on a recréé un art de la table, tout allait être différent, donc il fallait que tout soit à l'unisson. On a retiré les nappes sur les tables, etc. Donc il a fallu après convaincre le personnel, les collaborateurs, que c'était une nouvelle histoire et qu'on avait apporté un regard différent, une préciosité différente. Et après convaincre nos clients, parce que les clients qui revenaient dans un lieu connu, avec toutes ces transformations, ont été un peu chamboulés. Et donc voilà, mais ça crée une énergie, tout ça. Si c'est cohérent. Il va falloir redonner envie aux gens de venir au restaurant, parce que tout à fait. Malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, ils vont perdre l'habitude. Donc, si c'est pour sortir chez eux, c'est pour vivre des moments forts. Et voilà, vous êtes sur ce côté, parce qu'il y a de l'innovation finalement dans votre métier, ça bouge. Mais dans les rapports humains aussi, vous savez, on a réussi à rouvrir le 1er septembre au Plaza Athénée post-Covid, post-confinement. Et de septembre jusqu'au 15, à peu près 15 octobre, avec l'annonce des 21h, on s'est dit 22h, 23h, c'est jouable, mais 21h, enfin voilà, c'était bien ciblé, parce que ça permet à quelqu'un d'aller manger au restaurant pour se nourrir, mais pas pour y festoyer, pas pour y rester. Donc, on a quand même fait 1 mois et demi au restaurant, et avec une clientèle complètement différente, clientèle française, parisienne. Et les clients étaient très, très, très contents de revenir au restaurant, de nous retrouver. Il y avait beaucoup d'émotions dans les yeux des clients, enfin voilà, et puis dans nos yeux, parce que avec le masque, on a perdu cette partie du visage. Mais j'ai pas d'inquiétude sur le fait que les clients vont revenir au restaurant. Ça va toujours être comme ça. L'inquiétude, c'est la clientèle internationale qui peut caler le pouvoir d'achat différent de la clientèle française pour sa grande majorité. Celle-ci va être un peu plus longue à revenir, parce que si on regarde un petit peu l'évolution des compagnies aériennes et puis ce qui se passe dans cet univers-là, le client voyageur, on n'est pas prêt de le retrouver avant à minima septembre 2021. Donc, il va falloir être fort. Il va falloir garder son sang-froid, il va falloir faire preuve de bienveillance de la direction vis-à-vis des collaborateurs, des managers vis-à-vis de l'ensemble des équipes. Et voilà, donc c'est une situation qui est pas simple, mais qui nous oblige aussi à nous réinventer d'une certaine façon dans l'approche des mains, des gestes à la table, dans la relation humaine, culturellement. Aller vers les clients, faire des accolades, des choses comme ça, tout ça va être obligé d'être repensé, et on va devoir se reprogrammer dans notre ADN justement, ne plus faire les choses par réflexe ou par habitude ou par donc c'est intéressant, je trouve aussi. Benoît ? Oui, non, on a touché un peu du doigt, ce point-là, mais quel est l'impact du Covid sur ces différents éléments-là ? Alors là, on a touché un peu du doigt avec une modification de la typologie des clients qui sont dans le restaurant en attendant le retour des voyageurs, mais au niveau de l'accueil, au niveau du service, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça pourrait changer, notamment avec une contrainte qui est forte, notamment l'utilisation du gel hydroalcoolique, qui peut être un élément assez basique, mais qui peut être assez délicat à imposer. Alors comment vous gérez tout ça au quotidien ? Donc nous, ce qu'on a souhaité, c'est déjà rassurer nos clients d'une façon globale, ne pas transformer le restaurant en hôpital, et de garder ce respect du client consommateur. Alors je m'explique. Rassurer nos clients, c'est-à-dire que il n'est pas encore rentré dans l'établissement, il y a déjà plein de choses qui ont été faites, d'affichage, de fléchage, etc., qui va le rassurer. On a un label Bureau Veritas qui est en charge de nous accompagner justement dans cette démarche-là. On n'a pas voulu transformer le restaurant en hôpital. Donc, bien sûr, il y a des gels hydroalcooliques positionnés à des endroits clés. Mais on n'a pas voulu. En fin de compte, on a réinterprété toutes les gestes barrières qui nous ont été imposés. On fait maintenant un oshibori. Donc, vous savez, ces petites serviettes qui arrivent en début de repas à la japonaise, on l'a fait au gel hydroalcoolique. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a ce gel, mais on a un oshibori. Donc, on est dans cette élégance de la main, du geste. Moi, j'ai fait mettre du gel hydroalcoolique dans des bouteilles de parfum, donc dans des grosses bouteilles de parfum élégantes. C'est-à-dire que dans le restaurant, et par moment,
j'ai demandé à mes chefs de rang justement de se laver les mains devant les clients. C'est-à-dire que je voulais pas que ça soit tout le temps, etc. Mais je voulais que quand même, je trouvais pas ça dérangeant de voir un chef de rang qui par moment se désinfectait les mains à la vue du client, donc avec un cérémonial des mains, quelque chose de très élégant. Je trouvais que c'était intéressant. On a pris des gants jetables aussi pour la découpe du pain, pour le travaux sur les chariots, sur les infusions, etc. Toutes ces scénographies qu'on devait faire en salle. On a recouvert de tissu transparent justement tous ces chariots qui étaient exposés à l'air ambiant. On a recouvert avec des cloches transparentes les fromages, le cérémonial du baba au rhum. On a un baba, un savarin qu'on fait à toutes les tables. On l'a recouvert avec une cloche en verre transparente. On a arrêté les plats à partager. On a tout individualisé. On a des petites salières individuelles pour chaque client, sa salière. Pour le poivrier, chacun a sa spatule pour aller chercher le poivre concassé. On avait aussi couvert les desserts. On partait de la pâtisserie avec les couverts desserts et des cloches. On a essayé, mais ça on a arrêté parce que c'était trop compliqué et trop de en termes de logistique. Donc voilà, on a fait beaucoup de choses comme ça. Et la prise du vestiaire, pareil, on tendait le cintre au client pour que le client mette sur le cintre, on mettait dans une housse et donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et le respect total du client consommateur aussi. Je m'étais aperçu dans certaines boutiques dans Paris où j'étais maltraité parce que j'avais touché un sachet de chocolat et que le commerçant m'avait dit monsieur, on touche pas. Et j'ai mis en garde mon équipe. J'ai dit attention, on n'est pas là pour donner des leçons à nos clients. On fait des recommandations. Donc même sans parler, on peut dire dans l'idée, vous avez oublié de mettre le masque pour remettez votre masque, mais avec beaucoup d'élégance et pas du tout directif, comme on nous l'a un peu sous-entendu de le faire à un moment donné parce que c'était vital. Mais on a su justement digérer ça et le faire élégamment. Donc d'accompagner nos clients, même ceux qui étaient un peu plus récalcitrants, parce qu'il y a des clients qui voulaient pas mettre le masque une fois qu'ils étaient arrivés dans l'établissement, mais ils étaient chez eux. Quand vous êtes dans un hôtel, vous êtes chez vous, donc c'est pas simple des fois. Mais on n'a pas lâché. Donc le cahier de rappel aussi qu'on a mis en place, on a mis un stylo individuel pour chaque client sur chaque table pour remplir chacun sa fiche. Non, ça nous demande, ça demande presque une personne, presque un ambassadeur des gestes barrières et d'aller faire le tour de tout ce qu'on a mis en place. Et les gestes hydroalcooliques, il y en a partout dans tous les offices. Le changement du masque, le masque toutes les 4 heures, les poubelles adaptées, etc. Donc non, c'est très lourd. C'est très lourd. On a retiré 2 tables physiquement du restaurant. On en a condamné 2 autres. Sur une capacité de 60 couverts, on est passé à 35 couverts place assise. Donc ça fait beaucoup de changements et en face, il a fallu gérer aussi le nombre de l'équipe. Et on a travaillé en sous-effectif, on a appris à travailler en sous-effectif. J'ai parlé beaucoup de co-responsabilité avec tous les collaborateurs, qu'on était tous co-responsables, à la fois de l'application des gestes barrières et puis à la fois de faire ce qu'on pouvait faire avec le volume de clients qu'on allait avoir en face de nous. Et donc, on a fait une belle reprise et puis, padaboum, on s'est retrouvé avec cette cause des 21 heures. Et là, on attend la reprise de début décembre, mais on est très, très inquiets. Ouais. Et donc, on n'y croit pas trop. Et les fêtes de Noël, on y croit de moins en moins. Donc, disent que l'épidémie se propage dans les restaurants, dans les salles de sport, dans les lieux de culte et dans les cafés, par ordre d'importance. On peut penser que le jour de l'an ou Noël au restaurant, ça va être très, très, très compliqué. Donc voilà, il faut garder son sang-froid et se projeter sur l'avenir et se dire bon voilà, on a un métier qui va muter, qui va évoluer, il va y avoir de la casse également. Et puis pour finir, j'ai ma fille qui m'a dit mais papa, tu m'as dit de faire ce métier et tu m'as dit que dans ce métier on chercherait jamais de travail. Je dis comme quoi tu vois la vie change, la vie est intéressante. Elle offre parfois des moments de se remettre en question. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. On a encore une fois, c'est le sujet là, mais quelle est les difficultés que vous avez dans la gestion de vos équipes dans le contexte actuel, parce que est-ce qu'il y a un turnover aussi important au quotidien? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le télétravail aussi utilisé pour vous quand c'est possible?
Comment vous vous organisez comme ça au quotidien? Justement, c'est vraiment intéressant parce que vous parlez du télétravail. Donc déjà, le télétravail, oui, on ne connaissait pas, nous, on était encore avec le papier et la gomme, donc le crayon à papier et la gomme. Mais voilà, mais maintenant, moi, j'ai accès à distance à mon ordinateur, à mon logiciel des réservations, avec mes clients. Donc j'échange sur les réseaux sociaux avec mes clients, etc. Donc tout ça, ça n'existait pas. Donc il fallait être prêt à ça. Et voilà, on fait beaucoup de séminaires en ligne avec le chef de service, avec ma direction, avec Alain Ducasse, avec mes équipes pour maintenir le lien. Moi, j'étais très inquiet après le long confinement de ce printemps. Et quand les équipes sont revenues, j'ai pris 2 jours de coaching avec elles avant d'ouvrir le restaurant pour être certain que tout le monde était bienvenu, avec beaucoup d'intégrité, etc. Et j'étais très surpris qu'en fin de compte, on avait qu'une envie, c'est d'en découdre, c'est de reprendre le travail et que ces 6 mois, c'est comme si on n'avait jamais été en vacances et on n'avait qu'une envie, c'est de se rassurer en travaillant. Ce deuxième confinement, je le trouve un peu différent parce qu'on a un petit peu plus de liberté et on pensait avoir une visibilité début décembre et là, on l'a encore moins. Ce qui veut dire, c'est que ça nous emmène en janvier. Janvier, on sait très bien que c'est des époques très compliquées parce que peu de clients, janvier, février, mars. Donc, quelles vont être les décisions des entreprises? Je pense aussi aux stations de sport d'hiver. J'ai beaucoup d'amis en station de sport d'hiver. Les stations vont bientôt ouvrir. J'ai vu que la Suisse avait ouvert. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Recruter, ouvrir les restaurants. Alors ça, c'est vraiment, vraiment compliqué pour eux aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de turnover. Ce qui va se passer, c'est que le recrutement, il va être, on est interdit de recruter. Hein, c'est compliqué pour les apprentis et les stagiaires pendant un certain temps. Et pour les extras également, les extras aussi qui vont vraiment souffrir, hein, parce que souvent on pouvait se faire renforcer par des extras professionnels, et eux ils vont vraiment souffrir parce qu'on va faire beaucoup plus appel à des personnes d'un autre service, beaucoup plus de polyvalence, beaucoup plus de souplesse. Je pense que là, il y va de l'intérêt de nos entreprises. Hein. S'il faut travailler le dimanche, hein, je vois que les magasins vont certainement ouvrir le dimanche. Je pense que si tout le monde réfléchit avec une grande intelligence, il faut relancer la machine rapidement, avec beaucoup de sécurité, bien sûr, mais surtout relancer l'entreprise. Et sinon, on part dans l'inconnu du printemps 2021 et là, ça va être angoissant. Ça va être angoissant, je pense. Alors, pour préparer la reprise, certains restaurateurs pourraient se poser la question justement de la bonne offre et d'être suffisamment attirant pour avoir des clients qui reviennent. Sur des grands principes, parce qu'on pourrait dire le client veut effectivement vivre des émotions et être dans un espace qui soit agréable. On a parlé par exemple de transparence de la cuisine pour être assuré sur la manière de préparer. Oui. Vous êtes plutôt, parce que les établissements, vous en avez vu en France, en Europe, dans le monde, il y a peut-être pas de cas idéal, mais est-ce que vous êtes sur une certaine transparence de la cuisine? Pourquoi pas la faire visiter ou la faire voir depuis la salle? Quel est votre point de vue là-dessus? Mais je pense qu'on y arrivera. On a fait un travail avec une enseignante de Poligny, Corinne Acmont, sur le maître d'hôtel 2.0. Et on peut imaginer à un moment donné que le client ait accès via son téléphone portable, via un hologramme, etc., au DLC, à ce qui se passe dans les chambres froides, à parler carrément avec le chef en direct de sa table, voilà, qu'une table hyper connectée, avec des capteurs un peu partout. On voit ce qui se passe en cuisine. Le chef en interaction, on vous raconte le plat que vous allez peut-être commander, et on a tout le cheminement du plat. Et donc voilà, ça c'est des choses qui viendront à un moment donné. Les capteurs, quand le couvert il tombe par terre, ça sonne dans la poche du maître d'hôtel, le capteur qui sonne dans la poche du sommelier quand le verre est vide, etc. Donc tout ça, ça va venir dans le temps, etc. Donc c'est intéressant justement de s'y intéresser. Mais je pense que l'humain est important et je pense que les clients qui reviendront dans le restaurant, ils auront besoin de beaucoup de considération, encore plus, je dirais, beaucoup d'accompagnement. Je pense que tout le monde est affecté dans cette histoire, client, pas client, employé, pas employé. Et la relation humaine va être essentielle. Donc, ceux qui étaient un peu trop mécaniques, un peu trop commercial, un peu trop tout ça, il va falloir qu'ils remettent un peu d'humain dans leur service, un peu de sensibilité, un peu de complicité. Et attention aux restaurateurs dans l'ensemble qui vont vouloir se rattraper aussi sur la galette. En faisant du pushing, en vendant trop cher, en réduisant les portions, en réduisant l'offre commerciale.
parce que déjà, on a commencé à l'entendre. Il y a des clients qui retrouvent plus ce qu'ils connaissaient du restaurant d'avant, et ils ont trouvé que les prix avaient augmenté, etc. Donc attention, le client n'est pas responsable le client n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et justement, voilà, continuer ce travail de conquête et reconquête de nos clients pour justement que ça soit durable dans le temps. Et ce qu'on a toujours fait, nous, on est beaucoup sur la relation client et sur la complicité qu'on peut avoir avec nos clients. Parce qu'un client qui est détendu, qui est confiant, il se laisse accompagner. Et donc voilà, et adapter son pouvoir d'achat à notre force de vente et pas matraquer comme certains ont commencé à le faire. Donc attention à ça. Et ce geste un peu scénographié que vous avez sur certains clients de verser une sauce, de faire une découpe, tout ça, on va le retrouver un petit peu. Vous sentez qu'il y a Oui, on va le retrouver parce que en fin de compte, ça permet. Le chef fait l'assiette. L'assiette, elle est partie, mais qu'elle parte à la table 6 ou à la table 8 ou à la table 15, et peu importe qui est assis, qui va la déguster. Je trouve ça assez anonyme. À l'inverse, l'assiette est partie, on va la servir table 15, et il y aura toujours un geste de service. On va venir servir la sauce du client. Voilà, on va personnaliser l'assiette pour le client à l'instant T. Et donc, ce qu'on fait dans son assiette en versant la sauce, en râpant une truffe, en mettant un cahier de brebis dessus, etc., ça permet de finaliser l'assiette pour le client, de rajouter un geste de service, mais de la personnaliser surtout. Cette assiette, c'est que la vôtre. Et je trouve que c'est pas du tout le même ressenti quand on va la déguster. Donc, à partir du moment où vous faites des gestes individuels pour un client et que c'est pas répétitif, on est dans le cadre des gestes Covid, des gestes barrières. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas reprendre les mêmes outils pour faire ça avec l'autre personne. Voilà, mais tout ça, on l'a appréhendé. Donc et on le maîtrise. Hein, c'est notre métier de s'adapter. On avait l'habitude de s'adapter à nos clients en permanence. Donc là, on s'adapte à nos clients avec les gestes barrières. Et c'est nous qui allons voir la cuisine en disant, chef, ça, il faut le faire sur 2 assiettes différentes, parce que il y a aucun intérêt de le préparer en salle, parce que je vais mélanger les couverts de service, et là, on n'est pas dans le cahier des charges. Donc, et de ce côté-là, tout le monde joue le jeu, hein, parce qu'on est dans une contrainte. Avant, il y avait des découpes de viande ou de canard qui se faisaient devant. Maintenant, il y a des restaurants qui font plus de viande. Donc. Voilà. Pour l'instant, il vaut mieux peut-être un peu éviter les choses comme ça qui peuvent être à l'air libre, où il y a un brassage d'air, de particules. Mais voilà, il faut être sensible. Il faut faire preuve de bon sens. Voilà, il faut pas tout arrêter, mais il faut quand même réfléchir avec cet œil protecteur. Est-ce que, en théorie, je me rapproche toujours un petit peu du meuble, mais parce que vous êtes sur une personnalisation à outrance et pourtant tout le monde a la même chaise, alors que peut-être que des gens ont des envies de confort peut-être différents. Est-ce que vous sentez qu'il y a une tendance là-dedans d'aller plutôt sur une banquette, plutôt sur un fauteuil, plutôt sur un bridge? À partir du moment où vous créez des différences comme celle que vous dites, on a vécu l'expérience au Plaza Athénée. On avait un restaurant qui était classique, où on pouvait s'asseoir que sur des fauteuils. Et on a, depuis 2014, avec ce nouveau décor, on a créé une table cabane, qui est une table avec une coque qui revient sur vous, avec un canapé. On a créé 3 autres tables avec des demi-lunes en inox poli, dans lesquelles il y a un canapé. Magnifique. La problématique, c'est que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des clients qui choisissent la table de gauche ou la table de droite. Et à partir du moment où vous laissez la possibilité de ce choix, vous allez décevoir les autres. Donc, parce qu'on peut jamais garantir que cette table-là, je vous la réserve pour vous, parce que si 3 personnes demandent la même table, on va se retrouver coincé. Donc, proposer des assises différentes, je dirais, c'est judicieux, mais au quotidien, en termes de gestion, c'est pas simple. Ouais, c'est une complexité supplémentaire. Pardon ? J'imagine que ça doit être une complexité supplémentaire. Exactement, parce qu'on se dit, mais pourquoi ce client a cette belle table là-bas, dans ce canapé, et moi je suis juste sur un bon fauteuil. Donc voilà, ça peut créer des tensions qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est vrai, hein, ça me fait penser au choix de l'eau minérale. Vous voulez de l'eau minérale gazeuse, moyennement gazeuse, très gazeuse, de l'eau plate, beaucoup de sels minéraux. Vous les voulez fraîches, glacées, tempérées. On pourrait s'amuser à faire avec un fauteuil, un fauteuil ergonomique. Mais alors voilà, je réfléchis en même temps que je vous parle parce que j'aime bien ce côté créatif. Il faudrait qu'on ait, comme chez les coiffeurs, vous savez, ou chez les dentistes, qu'on ait une pédale où on puisse appuyer
et ça gonfle le fauteuil, ou alors ça le détend, ça détend les jambes, vous voyez un petit peu tout ça en même temps. Et là, ça répondra à votre question, c'est qu'on aurait un fauteuil adapté pour chaque client. Et voilà, je vous donne une idée. Voilà. Et vous parlez des fois d'origine, des viandes, des vins, etc. Est-ce que l'origine du mobilier ou de la décoration, le savoir-faire français qui va aussi dans les ateliers qui fabriquent des couteaux, des verres, des chaises et de l'agencement, c'est important pour vous? Ça fait partie de l'histoire? Ben, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'on raconte une histoire globale et chaque artisan raconte sa propre histoire et nous on prend cette histoire-là et on l'assemble à un collectif qui est notre histoire à nous. Donc les arts de la table actuellement dans notre restaurant, c'est qu'on a voulu jouer sur une très très grande diversité, surtout de matériaux. On peut être sur la nacre, sur du marbre, sur du bois, sur du bambou, sur de la poterie, sur des tagines, sur de la résine. Voilà, on a beaucoup joué sur les textures, sur les matériaux, sur la grande diversité. En grande partie française, mais on s'est pas interdit aussi d'aller chercher de la laque sur des bols japonais, des assiettes japonaises, des assiettes de décoration qu'on a utilisées nous pour le service. Donc pour certains japonais c'était un sacrilège, mais voilà, on a été chercher une poterie qu'on appelle nous la chamba, c'est de la terre cuite colombienne. Donc on s'est permis tout ça, donc c'est très très important qu'il y ait un homme avec un grand H derrière justement l'outil, parce qu'on raconte l'histoire et l'homme de salle adore raconter des histoires. C'est notre métier. Donc, et de mettre en avant nos arts de vivre, nos arts de la table, l'artisanat, notre patrimoine, c'est génial parce qu'on devient des conteurs. On n'est pas juste des machines ou des robots à porter des assiettes physiquement. On a tout ça à raconter, plus l'histoire du chef, plus notre propre histoire, l'histoire du lieu. Et c'est vrai que c'est très dense au niveau de la richesse de l'artisanat français et voilà, et Alain Ducasse pour ça est très sensible à aller chiner, à aller trouver des choses qui n'existent plus. Il y a les réhabiliter ou les faire reproduire comme les théières du paquebot France qu'on a au restaurant, etc. Et c'est ouvert, donc voilà. François, avant de conclure, tu voulais réagir à tout ça? Oui, bravo déjà à Denis Courtiade pour sa passion des métiers de l'accueil, parce que ça transparaît vraiment dans tous vos propos. Moi, j'avais juste envie de vous demander un peu de manière générale, qu'est-ce qui fait pour vous une architecture d'intérieur réussie pour une salle de restaurant? Quels sont les ingrédients qu'il faut dans une architecture d'intérieur réussie? Alors, en fin de compte, vous savez, cette première impression, qu'on parle toujours de la première impression, cette première impression quand vous rentrez dans un lieu. Alors, moi, je vais parler de par mon paradigme à moi, c'est qu'il soit bien tenu. Bien tenu, ça veut dire que tout ce qui a été agencé, prévu, organisé, ait été aussi respecté par les acteurs physiques qui sont au quotidien dans ce lieu. Patrick Join, notre décorateur, il dit « Denis, je te félicite parce que le décor n'a pas bougé ». Et je dirais que pour un décorateur de rentrer dans un lieu qu'il a dessiné, qu'il a fabriqué il y a 5 ans, 10 ans, et qu'il s'aperçoive que tout est bancal, etc., c'est une honte, c'est un manque de respect. Et moi, je fais très, 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 très attention à ça parce que, et derrière tout ça, il y a l'harmonie. Vous savez, vous rentrez dans un lieu, il y a le tableau qui est pas droit, il y a une ampoule qui est cassée, il y a une table qui est pas à sa bonne place. Le service ont déplacé les tables pour que eux soient à l'aise pour bouger entre les tables. Mais en fin de compte, si vous êtes client et que vous êtes assis contre le mur, ça marche pas, etc. Donc, il faut que ça soit harmonieux et il faut qu'en fin de compte, le cahier des charges du départ soit respecté. Parce que si chacun, jour après jour, il rajoute un truc, on retire un truc, on est plus sur la vision globale du départ. Et après, ce sont des lieux de vie aussi, donc il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de clients, beaucoup de collaborateurs, donc ça vieillit, ça se patine, ça bouge. Il y a des choses qui étaient pas à propos, donc il faut savoir aussi à un moment donné rappeler le décorateur et dire voilà, vous avez fait ça, mais ça ne marche pas. On a essayé de le faire marcher, mais ça ne marche pas, il faut le changer. Et le décorateur va comprendre, il dit, il va vous remercier de l'avoir appelé et de pas subir justement ce qui ne marche pas. Et ça fait évoluer le décor aussi. Donc, et ça, c'est une grande stratégie de notre part, c'est de changer. Alors, il faut avoir aussi les moyens, mais on peut le faire sur des petites choses, mais de faire évoluer le décor parce que les clients reviennent.
donc sont pas dépaysés, mais quand même, vous avez changé, c'est bien, vous avez repeint, c'est bien, enfin voilà, ça veut dire que la maison est bien tenue, elle est entretenue, elle évolue, et donc voilà, c'est pas figé, voilà, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit pour répondre à votre question. Très bien. Donc cette période, elle est quand même assez dure, mais elle va nous remettre en question peut-être un certain nombre de choses et des choses qui vont rester peut-être positives dans tout ça. Je sais pas. Et certainement, je dirais culturellement parlant, quand vous êtes dans un métier de l'accueil, de l'hospitalité, quand vous êtes porté vers l'autre, quand vous arrivez à toucher, on dit toujours dans ce métier, on n'a pas le droit de toucher les clients, avec le 5e sens, le toucher. Et quand on arrive à les toucher, à faire l'accolade ou même à faire la bise, voilà. Vous savez, quand vous aimez bien quelqu'un, vous avez envie de le toucher. Vous avez envie de lui toucher le coude, le bras. Je sais pas pourquoi, mais c'est culturel. Donc là, comment on va faire avec ça? Le client qui vous tend son téléphone portable pour le prendre en photo, logiquement, j'ai pas le droit de le toucher. Donc je me lave les mains avec le gel, je vais prendre l'appareil photo, je le prends en photo, je lui rends son appareil photo et je me relave les mains. Voilà. Culturellement, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont changer, donc il va falloir l'accepter. Et encore, on n'a pas vu nos amis étrangers revenir. Dans quel état d'esprit ils vont revenir? On s'amusait un petit peu de nos amis asiatiques en janvier 2020 quand ils venaient au restaurant avec leurs masques. Vous savez, ils ont les masques. Alors que nous, quand on était enrhumés, on en mettait partout. Je pense que culturellement parlant, quand on ira travailler, moi, si j'ai un petit rhume, un début, je mettrai mon masque avec une très très grande facilité. Et voilà. Et vous savez, quand vous êtes près du dentiste et qu'il avait toujours son masque sur lui, moi je trouvais ça normal. Mais dans un restaurant, quand vous avez le serveur qui est juste là à votre épaule et vous sentez qu'il sent la cigarette, le café ou je ne sais quoi, le port du masque, c'est pas inintéressant. Alors en disant ça, je vais me mettre la profession à dos, mais c'est pas, en tant que client, c'est pas inintéressant de pas sentir sa bouche. Par contre, c'est une très très grande frustration pour nous ce masque parce que on a tout un jeu de visage, le visage qui est très expressif, qui dit beaucoup de choses, et là on est vraiment très frustré parce que on devient très anonyme, à part les yeux qui envoient des messages, mais c'est très frustrant ce masque. On espère des temps meilleurs rapidement. Oui. Je vous remercie, Denis. Merci beaucoup. Benoît, merci de ce moment passionnant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'il y avait 10 000 questions après sur c'est quoi une bonne salle, c'est quoi un bon service. Voilà, rappelez-nous. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, il faut reculer. Très bien. Voilà, très bien, parfait. Pour vous servir. Voilà, vous en avez un petit peu plus avec des anecdotes, etc. si besoin. Et puis tout le travail que vous faites pour les jeunes, c'est aussi un travail formidable. Il faudrait qu'on en reparle un jour. Ah mais c'est très bien, ça donne un but parce que dans notre métier qui est très physique, à un moment donné, il faut nourrir aussi l'intellect. Et la semaine prochaine, par exemple, je vais au lycée Albert Demain à Paris. Et mercredi, jeudi, on a la semaine du goût. Hier, j'étais avec un lycée en Dordogne en webinaire. Donc voilà, ça m'occupe et je continue je sème mes graines. Une belle passion. Voilà, qui veut bien les entendre. C'était un grand plaisir, Denis. Merci beaucoup. C'est gentil, merci à vous. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Isabelle.